quel week-end de Premier League on a eu. Des matchs à rebondissement, des scénarios inattendus et du coup ça rend encore plus passionnant ces championnats. Le mercato se termine d'ici peu et on peut déjà voir des nécessités dans certains clubs. Shalom, salam, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de La vie incompris. Jingle. Fais pas de l'eau dans la bouteille d'eau, je rabatte ma baby, elle boudada. Augmente le son, réveille tout le bendo. Je suis à la cité comme Mogenda, sur la défensive comme Wataru Endo. Salut à tous, c'est votre Gadini. Nouveau format, nouvelle thématique et surtout de nouveaux avis tranchés. Potentiellement désastreux, mais toujours assumés. Aujourd'hui, on va aborder quasiment tous les matchs de Première Ligue du week-end passé et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Perdons pas de temps et commençons. Le premier match de cette journée, c'était West Ham contre Chelsea. Match qui a tourné au vinaigre pour les hommes de Graham Potter, alors que ça avait bien commencé avec le but magnifique de Paqueta, puis le but refusé de Füllkrug après l'égalisation de Chelsea, mais au final, c'est une démontada auquel on a assisté. West Ham c'est trop faible, trop faible défensivement, mais surtout au milieu de terrain. Ward-Prowse sous sec, c'est plus haut niveau. Ward-Prowse joue que pour dépasser Beckham en termes de coups francs directs mis en Première Ligue. Soucek, on dirait il a 36 ans, il court plus et n'a aucune réactivité. Par contre, côté Chelsea, c'est différent. On a eu une entame de match horrible, surtout défensivement, pas mal d'erreurs au niveau des relances, un Malo Gusto perdu, et la perte de Cole Palmer durant l'échauffement, ça n'a pas aidé. Du coup, le remplacement de Palmer a chamboulé la composition qui était initialement Delap en 9, João Pedro à gauche, Neto à droite et Cole Palmer en 10, et qui a fini du coup avec une composition avec Estevao à droite, première titularisation en Première Ligue, très bonne d'ailleurs, João Pedro en 10. Et Pedro en 10, c'est beaucoup plus fort qu'en 9. Je signe et re-signe sur cette idée. C'est un excellent créateur, il fait parfaitement la liaison défense-attaque et le résultat va en son sens. Bref, on assiste à une déroute, 5-1 pour Chelsea, João Pedro qui marque et effectue 2 passes décisives, Chelsea qui reprend bien après son match nul, c'était même un non-match limite contre Crystal Palace lors de la première journée. Et West Ham, ça va jouer la relégation. Deuxième gros match du week-end, on a eu Tottenham-Manchester City. Et à la surprise générale pour certains, Tottenham a gardé son précepte de pressing ultra haut. Et ça a payé, vu que le résultat final a été de 2-0 pour les Spurs, grâce à un pressing ultra haut qui a poussé à la faute de Trafford sur le premier but. On a eu un City mauvais dans la création, très mauvais même, Cherki qui ratait pas mal de balles, très stérile, qui se cherchait, et on a eu un Rico Lewis, mais horrible. Ait Nouri qui se blesse, Omar Marmouche qui rate des actions franches, Haaland invisible 85 minutes, Cherki qui ne fait pas le geste juste du coup, tout ça mène à un match digne d'un match de préparation de la part de City. Quant à Tottenham, ils sont arrivés conquérants. Mohamed Kudus, Johnson, je sais pas combien de kilomètres ils ont parcouru, mais leur pressing a annihilé toutes les relances défensives, surtout celles de Ruben Dias et Stones. Richarlison, il vit une renaissance avec Thomas Frank, jusqu'à même Solanke n'est même plus un 9 titulaire de Tottenham. Faudra compter sur Tottenham cette année je pense, mais il manque quand même de profondeur de banc. Défensivement, je pense que c'est bon, mais au milieu de terrain, il n'y a pas assez de création suite aux blessures de James Maddison, qui va être quasiment out toute l'année, et de Kulusevski. Il faudra un joueur en plus pour remplacer Kudus et Johnson, car Odobert, Matistel, c'est pas suffisant, c'est assez léger. Ils sont toujours sur Savigno, même si je pense que c'est mort maintenant, ils ont quand même posé 70 millions, mais vu que Rodrigo, ça m'a l'air mort, je pense que pareil, il va pas aller du côté de Tottenham. Donc même si je suis pas fan du joueur, ça reste à voir. Quant à City, il faut trouver une compo unique et que Pep, il arrête ses blagues, ses sottises de vouloir jouer le personnage principal, avoir 10, 11 différents. Chaque semaine, il aligne une équipe différente, mais tu peux pas faire ça quand le tiers, voire la moitié de ton effectif sur le terrain est un nouveau joueur et donc n'a même pas encore les automatismes que tu espères. On va passer rapidement sur Burnley-Sunderland. On a retrouvé un Burnley plus solide, défensivement. Donc peut-être que le match contre Tottenham n'était pas significatif de leur saison. Et Sunderland au contraire, peut-être c'était la hype du premier match à domicile contre un West Ham horrible. Et donc la réalité d'un mercato dynamique de leur part nécessite un grand temps d'adaptation pour les joueurs. Pour Brentford Aston Villa, Unai Emery est dans une impasse. Son équipe est très mauvaise sur le jeu, aucune créativité. Contre Brentford, Morgan Rogers a été décevant sur les 2 premiers matchs, Watkins de même. La blessure de Kamara ne va pas aider en plus car Tielemans va redevoir jouer piston, alors qu'il jouait milieu offensif, il est dans la création. Défensivement, c'est faible.
alors que c'est la même équipe que l'année dernière. Donc c'est problématique pour cette équipe qui vise le top 5 de Première Ligue. Quant à Brentford, bonne surprise, ils retrouvent un semblant de jeu, plus offensif et plus tranchant à l'instar de leur nouvelle recrue Dango Ouattara. Premier match, premier but, c'est une belle entrée en matière, surtout quand il y a la victoire à la clé. Bournemouth-Wolverhampton, c'était un beau match. Beaucoup d'actions de toutes parts, mais le rouge de Totti a chamboulé la donne du match. À 1-0, les Wolves étaient plus dominants, plus déterminés que Bournemouth à marquer, mais le rouge a annihilé toute tentative de nul ou victoire. Résultat final logique, avec une défense solide des Cherries qui se sont bien renouvelés avec l'arrivée de Bafodé Diakité, qui s'est très bien acclimaté d'ailleurs. Et c'est de bon augure pour leur saison. Arsenal-Leeds. Le score il est violent, 5-0. Manita de la part des hommes de Mikel Arteta. Leeds n'a rien proposé à part un corner en première mi-temps, mais Arsenal a 4 ou 5 niveaux au-dessus. Finalité, but sur corner, on ne le croque même plus, but de Gyökeres dans le jeu, et sur penalty. Malgré un match que je trouve mauvais de sa part, ces 2 buts vont quand même lui redonner confiance vu le déferlement qu'il subit en ce moment sur les réseaux. On a également la blessure du capitaine Odegaard et de Starboy Saka, mais ils ont annoncé la signature d'Eberechi Eze, leur nouveau numéro 10, donc cette fois Arteta a de quoi remplacer ses joueurs blessés. De plus, ce sont des petites blessures de ce que j'ai vu, on parle de 2 semaines pour Odegaard et de grand maximum 3 semaines pour Bukayo Saka. Donc Madueke et Eze seront probablement titulaires contre Liverpool lors de la prochaine journée. On va pas trop s'attarder sur Everton-Brighton et Crystal Palace-Nottingham Forest. On a eu un 2-0 sec de la part d'Everton, avec un Grealish en feu pour sa première titularisation. Un Brighton très faible offensivement, à l'instar de Welbeck qui a joué le personnage principal en arrachant le penalty des mains de Matt O'Reilly, et en ne le concrétisant même pas. Bref, Everton a été très bon, il faut le souligner, sachant qu'ils n'ont pas fini leur mercato car ils viennent de prendre Tyler Dibling en provenance de Southampton. Gros talent. Pour Crystal Palace, Nottingham Forest, résultat logique 1-1, 2 défenses ultra solides qui s'affrontaient et résultat qui provient de 2 erreurs. Une de Morgan Gibbs-White et une du gardien de Crystal Palace, Dean Henderson. Donc on a assisté à un jeu cadenassé des deux côtés, donc score logique, un partout. Maintenant on va parler de United. Ils se sont déplacés du côté de Londres, dans le fameux stade Craven Cottage à Fulham. Match qui commençait bien, domination ultra haute de la part des Mancuniens avec un Cunha ultra déterminé mais il était esselé. Parce que Bruno Fernandes, il courait partout, mais il courait partout pour rien. Mbeumo a fait un match horrible de A à Z, même si le but provient de son corner, mais ça n'efface pas son match. Et Mount, un peu poussif. Il était présent, mais c'était un jeu assez poussif. Les latéraux pouvaient proposer plus, Dorgu s'est limité et Amad Diallo était trop brouillon dans ses choix. Parfois il pouvait faire largement mieux et il préférait quand même jouer parfois soliste ou parfois il était un peu trop... il voulait trop donner le ballon à ses coéquipiers pour rien. Pour ma part, le penalty de Bruno Fernandes est une faute professionnelle à mon sens. Tu prétends avoir une routine, pas de souci, mais tu prends pas 10 minutes à embrouiller l'arbitre pour ça et te défocuses totalement de ton tir jusqu'à l'envoyer dans le ciel. C'est pas normal, et c'est le reflet de son match. Un joueur sur les nerfs, dès la première minute, qui court partout, et la plupart du temps pour rien, qui voulait faire bien, j'en doute pas, hein. Mais quand tu veux toucher à toutes les fonctions, eh bien tu gères aucune fonction. Le côté positif reste quand même Cunha, et surtout Yoro, qui a été excellent sur son rôle défensif. Bayindir n'est pas un bon remplaçant d'Onana, et du coup le board de Manchester va finaliser l'arrivée de Sens Lamens, gardien du Royal Antwerp en Belgique. Je ne sais pas ce que ça vaut, je vous avoue, donc à voir. Même si là Ruben Amorim il est un peu dans la tourmente étant donné qu'ils viennent de perdre en EFL Cup contre une équipe de Division 4. Donc je pense que la maladie n'est pas encore prête de se guérir. Côté Fulham, on a une équipe combative qui a rien lâché après le premier but et ils étaient plus proches du 2-1 que de la défaite. Il leur manque un ailier droit parce que Timothy Castagne, ça va 2 minutes les blagues, hein. L'entrée d'Harry Wilson et surtout d'Emile Smith-Rowe ont changé la donne. Fulham progresse d'année en année, c'est intéressant. Il manque que quelques détails pour en faire un prétendant au top 7, je pense. Dernier match de cette journée, le fameux Isaac Gate. On a eu Newcastle qui a accueilli Liverpool. Match horrible à voir pour moi. On a eu, je pense, 50 minutes de jeu, 40 minutes de faute, touche et de remise en jeu. Liverpool a joué avec un 11 un peu remanié suite à la blessure de Frimpong qui sera de retour après la trêve internationale de septembre et l'absence de McAllister suite à un heureux événement. Du coup on a eu Szoboszlai latéral droit et Curtis Jones en pivot. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du match de Liverpool ?
ils n'ont pas assumé l'intensité physique du début de match. Du coup, ça jouait beaucoup le temps pour canaliser les esprits. Des dégagements joués à 3 dans la surface. Un Florian Wirtz invisible qui n'arrive pas à s'adapter au jeu physique de Newcastle, malgré des moments où on a vu quand même qu'il peut faire la différence avec son jeu simple et efficace. On a eu aussi un Salah inexistant, même s'il fait sa stat. Et ça, on ne peut pas lui retirer. Il fait sa stat avec sa passe décisive, surtout passe décisive victorieuse. Un Gakpo très solide. Je trouve qu'il était très solide. Le meilleur, limite, côté Liverpool, avec Van Dijk et Ekitike. Néanmoins, il faudra noter que Ibrahima Konaté, il était horrible depuis le début de la saison. Et il faut un défenseur confirmé pour le chahuter. Marguerite, ça avance pas, même si là, ils viennent aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça veut dire le jeudi 28, ils viennent de faire une offre officielle à Crystal Palace. Léonis est jeune et pas encore trop expérimenté. Et Nkapie, il y avait la piste Nkapie qui commençait à s'ouvrir, mais finalement, il va aller du côté d'Arsenal. Newcastle, quant à eux, il leur manque un vrai neuf. Anthony Gordon, ça peut pas faire une demi-saison en neuf. Et son rouge n'arrange pas la situation de Newcastle qui perdent leur joueur star suite à l'absence d'Isaac. Là, on vient de voir qu'ils viennent de prendre Woltemade à 85 millions d'euros quand même. C'est un sacré coup. Donc ils l'ont shippé au Bayern de Munich qui ont trouvé que 70 millions c'était déjà trop cher. Ils ont été conquérants du coup pendant le match, dominant même à 10. Ils méritaient même la victoire à mon sens, vu le manque de créativité et les choix que je trouve désastreux de Slot. Mais ils s'en tirent bien, au final, avec cette victoire finale 3-2. Rio Ngumoa, la pépite que tout le monde plébiscite en ce moment. Rio a fait une entrée fracassante avec ce but à la fin du match. Curtis Jones a été le plus mauvais sur le terrain, avec Ibrahima Konaté. Vivement le retour de McAllister, car là, l'équipe de Liverpool le ressent. Du coup, Liverpool a vraiment besoin d'un neuf, car Hugo, quand il sort, il n'y a plus personne pour le remplacer. Là, dans le match, il a été remplacé par Chiesa, qui est un ailier de base, et qui a peu de temps de jeu, étant donné que l'année dernière, il n'a pas vraiment foulé le terrain. Donc j'ai l'impression qu'on repart sur un Salah, même s'il est mauvais, il jouera 90 minutes, et ça c'est problématique à mon sens. Kerkez, quant à lui, il a laissé boulevard sur son côté, il ne proposait rien offensivement, fautif aussi sur le but de Bruno Guimaraes, tout comme Konaté qui a été fautif sur le but d'Osula. Je pense toujours que Newcastle sera dans la difficulté toute la saison, ou du moins jusqu'au mercato hivernal s'il garde cet effectif-là, et Liverpool faudra vite se ressaisir. Certes, ils s'en tirent très bien, 2 victoires en 2 matchs, mais il faut muscler le jeu de Wirtz, retrouver un Kerkez clinquant comme la saison passée, retrouver un Connor Bradley sans blessure car son entrée a été plus intéressante offensivement que tout le match de Kerkez. Curtis Jones devrait plus être considéré dans la discussion, il est vraiment moyen comme joueur. Wirtz doit s'acclimater à ce genre de rencontre où le pressing est beaucoup plus dur sur l'homme qu'en Bundesliga. Mais la priorité, c'est la défense, parce que Konaté est, je le répète, dégueulasse depuis le début de la saison. Il reste encore quelques jours de mercato, faut saisir l'occasion de régler ce problème-là. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce week-end intense dans la Premier League ? Votre équipe a gagné ? Qu'est-ce qui vous a plu ou au contraire déplu ? Dites-moi tout en commentaire, n'oubliez pas de like pour le référencement, ça m'aide énormément à promouvoir ma chaîne. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de La Vie Incompris.